Alors le premier tweet sélectionné est un tweet de l'humoriste Michael Youn. Michael Youn qui s'aventure sur un terrain délicat en France. On va comprendre pourquoi. Et donc Michael Youn nous fait une blague anti-impôt. Elle m'a demandé c'est quoi les impôts papa? J'ai mangé la moitié de son pain au lait. Elle a compris. Alors pour que la pédagogie soit complète, il faudrait peut-être qu'en plus le papa jette un quart du pain au chocolat qu'il a pris dans le caniveau pour introduire la notion de gaspillage, et que dans le même temps il redemande encore un peu de pain au lait pour davantage de moyens dans les services publics, et puis qu'il en redemande encore pour lutter contre l'austérité, et puis qu'il en redemande encore pour les investissements du futur. Mais cette blague très anodine a suffi à déclencher une levée de bouclier dans les médias et sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnalités se sont exprimées. Michael Youn s'est attaqué à un tabou. En France, on peut rire de beaucoup de choses, mais on ne peut pas rire des impôts. Chaque société a besoin de sacré. En tout cas, tout est bien qui finit bien, puisque Michael Youn a compris sa bêtise. Il nous pond très rapidement après un petit tweet. En vrai, je suis très fier d'en payer des impôts et de participer à la redistribution des richesses. Donc en France, tu peux faire des kilomètres de potacherie, des kilomètres de blagues sordides. Ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre, tu fais une blague une fois sur les impôts. Une heure plus tard, tu es obligé de répondre un petit tweet pour t'excuser, voire même pour en redemander encore des impôts. Alors, je veux inquiéter personne, mais les jeunes socialistes ont décidé de s'occuper de votre vie sexuelle. Ils ont monté à leur université d'été, enfin l'université d'été d'un de leurs courants, un atelier qui s'appelle « Quelle sexualité pour le citoyen ?» Alors vous, bien sûr, vous avez sans doute rien demandé, peut-être parce que vous êtes trop timide, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous demandez rien que les jeunes socialistes ne vont pas s'occuper de votre cas. Et donc ils ont monté cette petite réunion. Alors ils font un peu la tête sur la photo, je ne sais pas si ça se voit, c'est un peu triste, c'est sérieux aussi. Hein. Donc il y a une sexualité citoyenne et il y a donc une sexualité républicaine. Et il faut faire attention parce qu'à une époque où la République est peut-être en danger, il ne faut tout de même pas faire l'amour de manière non républicaine. Et les jeunes citoyens et les jeunes socialistes vont nous aider. Alors malheureusement, le résultat de leurs travaux n'est pas mis sur Internet, donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On va encore avoir une vie sexuelle pendant plusieurs mois sans savoir si elle est républicaine ou pas républicaine, sans savoir si elle est citoyenne ou pas citoyenne. Enfin, on peut quand même se douter des grandes lignes. Chez les jeunes socialistes, il y a quand même des passages obligés, quel que soit le sujet quel que soit le sujet qu'ils abordent. Il y a d'abord une partie un peu égalitarisme. Quel que soit donc il faut s'attendre à ce qu'ils mesurent certains trucs, qu'ils rabotent certains trucs, avec des formulaires, avec des trucs, avec des contrôleurs, avec des taxes peut-être. Ça paraît être un passage obligé pour les jeunes socialistes. Et aussi un passage obligé de tous ensemble. Ça, si tu fais un truc qui n'est pas tous ensemble, chez les jeunes socialistes, c'est mal. Donc on voit mal comment une sexualité citoyenne pourrait échapper à un critère de tous ensemble. Il y a aussi un critère de solidarité obligatoire chez les jeunes socialistes qui est très important. Donc si vous êtes une belle personne, il est temps de penser à partager vos atouts. Vous ne pouvez pas le garder juste pour vous ou juste par quelques privilégiés. Il faut partager, et partager de manière obligatoire avec des sanctions si vous ne le faites pas. Ça paraît tout à fait juste. Ce qui est juste un peu surprenant quand même, c'est que finalement ils abordent uniquement la question de la sexualité, puisque la République est partout, puisque le citoyen est partout, sous la douche, dans sa vie sentimentale aussi. Pourquoi d'ailleurs il n'y a pas un atelier « Quelle vie sentimentale pour le citoyen ?» Quel chagrin d'amour pour le citoyen? Est-ce que vous savez pleurer de manière républicaine après un plaquage? Quel friendzonage pour le citoyen? Un friendzonage républicain. Donc il y a plein d'autres sujets qui n'ont pas encore été abordés par la MGS. En tout cas, ça promet, puisque les jeunes socialistes, bien sûr, sont destinés à être les futurs apparatchiks de demain, à être les futurs députés qui vont nous faire nos lois de demain. Donc j'envie le débat politique dans 2030 ou 2035, parce que tel que c'est parti, on va bien rigoler. Alors en troisième tweet, je vous propose un tweet d'Edgar. On passe d'un extrême à l'autre, on passe des jeunes socialistes aux vieux socialistes, en l'occurrence un très vénérable socialiste, puisqu'il est presque centenaire, Edgar Morin. Il aura fallu près de 25 ans pour que certains comprennent que le néolibéralisme économique était non une science, mais un mythe. Et des fois, il arrive dans la vie qu'on dise des choses justes sans le faire exprès. Et là, c'est un petit peu le cas d'Edgar Morin, parce que effectivement, le néolibéralisme est un mythe. C'est un mythe de gauche ou d'extrême gauche. C'est une sorte de croque-mitaine générale depuis maintenant plusieurs décennies. Un intellectuel de gauche, quand il va se coucher, il regarde sous son lit pour vérifier si le croque-mitaine néolibéral ne va pas le manger lorsqu'il va éteindre la lumière. En fait, le terme a été utilisé un petit peu par les libéraux eux-mêmes, de manière très sporadique. Ça a commencé en 1938 avec le colloque Lippmann, le fameux colloque de Walter Lippmann, du nom d'un grand éditorialiste américain, un libéral d'ailleurs plutôt light, qui avait écrit des discours de Theodore Roosevelt, qui n'était lui-même pas un grand libéral. Et donc, il y avait Louis Rougier. Et donc, en 1938, face aux montées des grands totalitarismes, ils ont rassemblé des grands penseurs libéraux pour s'interroger sur la question d'abord,
comment se faisait-il que le libéralisme était devenu si impopulaire? Pourquoi le libéralisme a été si mal défendu? Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le libéralisme soit mieux défendu dans les prochaines décennies? Et donc là, à ce moment-là, il y avait donc les grandes pointures du libéralisme de l'époque ont été présentes. Il y avait Hayek, il y avait von Mises, il y avait Raymond Aron pour la France, il y avait Jacques Rueff pour la France, il y avait Röpke pour l'Allemagne, il y avait donc Walter Lippmann pour les États-Unis, il y avait Henri ou Louis Rougier pour la France. Et donc, il n'y a pas eu de consensus au cours de ce colloque. Il y a eu plusieurs jours de discussion. Il y avait en gros, très schématiquement, parce que les débats étaient très riches, il y avait une école plutôt, disons, classique, les libéraux, qui considéraient que le libéralisme n'avait rien à se reprocher sur l'enchaînement des événements depuis quelques décennies. Par exemple, la crise de 29 n'était pas liée au libéralisme, mais justement à des interventions de l'État, des interventions monétaires en l'occurrence. Donc là, il y avait Hayek, il y avait von Mises, il y avait Rueff. Et il y avait un autre groupe de libéraux qui disait peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, il est temps de reformuler le libéralisme de telle manière qu'il soit plus séduisant et plus rassurant pour les foules. Donc mettre un peu d'eau dans son vin, tant sur la forme que sur le fond, mettre plus d'État dans le libéralisme. Et là, c'était une sorte de nouveau libéralisme, un néolibéralisme. Donc déjà, à l'époque, il n'y avait pas de consensus sur le terme néolibéralisme, ni sur le fond, ni sur la forme. Et même entre eux, les néolibéraux n'étaient pas forcément d'accord sur le terme à utiliser. Donc quoi qu'il arrive, si le néolibéralisme à l'époque déjà voulait dire quelque chose, c'était certainement pas pour dire le libéralisme très radical, au contraire, c'était pour dire un libéralisme plutôt soft. Le terme ensuite a été utilisé de manière très sporadique. Les Allemands ont utilisé plutôt le terme ordolibéralisme. Louis Rougier a tenté d'imposer le terme libéralisme construit pour rajouter l'idée que l'État avait un rôle à jouer. Donc ça fait maintenant plusieurs décennies qu'il n'y a plus que des adversaires du libéralisme qui en parlent, avec des définitions souvent contradictoires. C'est devenu un vaste fourre-tout. Donc j'ai sélectionné quelques tweets pour mieux comprendre la richesse du concept de néolibéral. Donc par exemple, le néolibéralisme, c'est les salles de sport. Vous êtes à quoi la salle de sport? C'est la faute au néolibéralisme. On apprend en même temps que l'objectif du néolibéralisme est d'individualiser des problèmes collectifs, bien sûr. Par exemple, la cellulite, c'est un problème collectif. Et cette idéologie, par la simple force des idées, elle a réussi à individualiser la cellulite. D'ailleurs, elle le fait plus qu'individualiser. Elle arrive, parce qu'on le met un petit peu sur chaque cuisse, elle la demi-individualise, je ne sais pas comment on peut dire, la micro-individualise. C'est vous dire si c'est diabolique. En tout cas, si vous allez dans une salle de sport, si vous refusez d'aller à votre salle de sport, ne vous inquiétez pas, c'est un acte politique fort pour un monde plus juste. Vous résistez au néolibéralisme. On apprend aussi que le féminisme est devenu le meilleur ami du néolibéralisme, en particulier des femmes blanches, qui aiment un peu trop le capitalisme. C'est Slade qui le dit. Femmes blanches, mais attention, vous êtes encore une incartade et c'est Slade qui va vous envoyer en camp de rééducation. On apprend en même temps que le néolibéralisme, c'est la réincarnation du patriarcat. Le libéralisme est capable de faire le grand écart, à la fois le féminisme, à la fois le patriarcat. On apprend bien sûr que le néolibéralisme, c'est Daesh et les monstres des attentats. C'est assez prévisible puisque donc c'est un psy, on ne sait pas s'il est parapsy, psychomotricien, psychanalyste. En tout cas, il a des certitudes dans Politis. Le néolibéralisme, c'est Daesh. On apprend aussi que le néolibéralisme, ça a des liens avec la culture hip-hop. Il est partout. Le néolibéralisme nous a fait entrer dans la bureaucratie totale. L'URSS s'est effondrée à cause du néolibéralisme. On croyait que c'est le communisme, pas du tout. Déjà, le néolibéralisme était à l'œuvre. D'ailleurs, il est aussi à la Sécu, à la CAF. Toutes les administrations sont rongées par le néolibéralisme. Le néolibéralisme est un fascisme. Ben voyons, ça aussi. Donc le fascisme, c'est un État totalitaire où l'individu est au service de l'État et de la collectivité. Le libéralisme, c'est un petit peu le contraire. C'est un État très limité qui protège les droits individuels. Mais ça ne fait pas peur à Manuela. Donc, sauf si néo ne veut pas dire nouveau, mais plutôt l'inverse d'eux. Le néo-cube est une sphère. Pour dire je suis en pleine forme, on peut dire je suis néo-fatigué. Mais le néolibéralisme est partout. Il est très méchant. Et c'est quand même un peu dommage finalement parce que le fait que ce terme ne signifie plus rien, parfois il parle de sujets qui sont effectivement importants sur le monde contemporain et des sujets dont on peut discuter, mais comme le capitalisme de connivence, la cupidité, la marchandisation, le consumérisme, etc. Tout ça, ça peut être intéressant d'en discuter, mais comme il emploie un terme qui est complètement ambigu, qui ne veut rien dire, on ne peut même pas en discuter de manière intéressante. Et quand le néolibéralisme veut seulement dire du libéralisme, là non plus c'est pas très intéressant, puisque des libéraux il y en a, des libéraux qui sont prêts à défendre argument contre argument le libéralisme il y en a, mais des néolibéraux il n'y en a pas. Donc ça n'a même pas l'intérêt d'une discussion argumentée intéressante pour permettre de faire progresser le débat, ça ne sert à rien.